Printemps 1945. L'Allemagne nazie s'effondre. Les Alliés avancent, Berlin est encerclé, les bombes tombent. Et au cœur de ce chaos, un homme ose désobéir à Hitler. Cet homme, c'est Albert Speer, ministre de l'armement du Reich. Alors que le Führer, dans un ultime accès de nihilisme, ordonne la destruction totale de toutes les infrastructures allemandes pour que rien ne survive à sa chute, Speer prend une décision capitale, il sabote ses ordres. Pourquoi? Pour sauver son peuple? Par simple humanité? Ou pour soigner son image auprès des Alliés? En mars 1945, alors que les armées soviétiques et anglo-américaines franchissent les frontières du Reich, Hitler vit reclus dans son bunker berlinois. Convaincu que le peuple allemand l'a trahi en n'étant pas digne de sa vision, il ordonne la mise en œuvre d'un plan délirant, la destruction totale de toutes les infrastructures industrielles et civiles du pays. Ce décret porte un nom lourd de symbole, la Neробfehl, littéralement ordre Néron. Comme l'empereur romain qui, selon la légende, aurait mis le feu à Rome, Hitler veut que tout brûle. Ponts, usines, chemins de fer, centrales électriques, canaux, barrages. Rien ne doit être laissé à l'ennemi, et surtout pas au peuple allemand qu'il estime désormais indigne de survivre. Dans ce climat de folie, Albert Speer est face à un dilemme terrible. Depuis 1942, il est l'un des hommes les plus puissants du Reich, maître de l'économie de guerre. Il a dirigé avec une efficacité redoutable la production d'armes, prolongeant la guerre bien au-delà de ce que beaucoup jugeaient possible. Mais en ce printemps apocalyptique, Speer change de cap. Albert Speer, architecte de formation, ami personnel de Hitler, a été longtemps un fidèle du régime. Pourtant, lorsqu'il prend connaissance de l'ordre Néron, il est abasourdi. Détruire l'Allemagne ne servirait à rien. Les lignes de communication, les centrales, les réseaux de transport ne sont pas que des outils militaires, ce sont les veines et les poumons d'un pays. Dans ses mémoires, Speer raconte une scène glaçante. Il entre dans le bunker de la chancellerie, affronte un Hitler blafard, hagard, et tente de le convaincre de renoncer à l'ordre. Mais le dictateur, figé dans son délire, lui répond froidement, « Si la guerre est perdue, le peuple aussi est perdu. Il ne reste qu'à l'anéantir. » Speer comprend alors que le dialogue est inutile. Il quitte Berlin, traverse un pays en ruine, et commence à prendre des mesures secrètes pour saboter les ordres de destruction. Il contacte des responsables locaux, des ingénieurs, des officiers, et leur dit, ne touchez à rien. Faites semblant. Ne faites pas sauter les ponts. À Hambourg, un général SS reçoit l'ordre de faire sauter les infrastructures du port. Speer intervient personnellement, se rend sur place, et convainc les ingénieurs de retarder les opérations. À l'ouest, il envoie des directives aux responsables des chemins de fer pour ne pas obéir aux ordres de sabotage. Les ponts sur le Rhin? Non, ils doivent tenir. Les écluses de la Ruhr? Laissez-les intactes. Parfois, la ruse est de mise. Il demande à certains de ses proches d'émettre des contre-ordres en son nom, ou de falsifier des rapports pour laisser croire à Berlin que les destructions ont bien eu lieu. Dans plusieurs cas, les commandants locaux jouent le jeu. Ils sentent que tout est perdu, et que la survie de l'Allemagne dépend de ses décisions. À Essen, un ingénieur racontera après la guerre comment il avait reçu l'ordre de dynamiter une usine d'électricité. Mais un émissaire de Speer lui glisse que ce n'est pas nécessaire, le ministre sait ce qu'il fait. L'usine sera épargnée. Ces actes, discrets mais nombreux, permettent de sauver des portions entières de l'infrastructure allemande, qui seront essentielles pour la reconstruction d'après-guerre. Mais une question demeure, pourquoi Speer a-t-il désobéi? Était-ce un réveil moral, une prise de conscience tardive? Ou une manœuvre politique pour sauver sa peau? Il faut dire qu'à cette époque, Speer presse la défaite inévitable. Il sait que les Alliés jugeront les criminels nazis. Et il comprend qu'en désobéissant à Hitler, il peut se présenter comme un homme différent, un bon nazi, raisonnable, technocrate, qui a œuvré pour limiter les souffrances de son peuple. Ce récit, il le construit dès le printemps 1945. Lors de son procès à Nuremberg, il sera le seul aux dignitaires nazis à reconnaître une part de responsabilité morale. Il dira avoir eu le courage de désobéir, et affirmera que ces actes ont permis d'éviter une catastrophe humanitaire. Mais certains le contestent. Pour beaucoup, Speer reste un acteur majeur du régime,
complice du travail forcé de millions de déportés. Ses remords seraient arrivés bien tard. D'autres, comme l'historien Joachim Fest, estiment que sa désobéissance fut réelle, mais motivée autant par l'instinct de survie que par la morale. Albert Speer restera à jamais une énigme. Homme brillant, manipulateur, opportuniste? Ou lucide, humain, capable de voir l'abîme et de s'en détourner à temps? Quoi qu'il en soit, son refus d'obéir à l'ordre Néron d'Hitler a sauvé des millions de vies allemandes. Il a empêché le pays de sombrer dans une nuit encore plus noire. En refusant la destruction totale, il a ouvert une porte vers l'après-guerre, vers la reconstruction. Ce choix, fait dans l'ombre, aura un impact majeur sur le destin de l'Allemagne. Alors si cette histoire vous a captivé, si vous avez envie d'en savoir plus sur les paradoxes de l'histoire, les figures complexes comme Speer, merci de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des zones grises de notre passé.